de Stop Covid, cette application dont France Insoumise ne voulait pas, qui est mise en place depuis mardi et qui rencontre un vrai succès. On verra avec le recul. Toutes choses égales par ailleurs. Voilà, mais en tout cas en tête des téléchargements. On rappelle que ça permet le suivi des contacts pour évidemment vérifier le stoppage de l'épidémie. Donc les Français adhèrent, Clémentine Autain. Ils ont tort? D'abord, c'est une partie des Français. C'est un succès qui est tout à fait relatif. Et moi, ce qui me frappe, c'est que la question des libertés, se rendre compte de ce que signifie de rentrer dans un processus où on est suivi, où nos données sont de plus en plus enregistrées. On ne sait pas exactement en quoi elles vont être utilisées par la suite. Nous avons baissé la garde. Je pense que nous avons collectivement baissé la garde par la peur, la volonté de sûreté, de protection qui prime de plus en plus sur des enjeux de liberté publique. Donc ce succès qui est totalement relatif. Vous parlez d'un succès, ce sont quelques centaines de milliers de Français qui ont en effet cliqué sur l'application. On verra sur la durée. Faisons un peu attention aussi à la nature de ce succès, mais surtout quelle efficacité. Quelle efficacité maintenant de mettre en place cet outillage qui n'est pas systématique. Alors c'est sûr que si on le systématisait comme dans un régime autoritaire... C'est le volontariat. Oui, mais dans un régime... Oui, mais dans un régime autoritaire, on imagine qu'on va absolument systématiser. Sans doute qu'un flicage généralisé de tout le temps peut permettre de protéger ou d'empêcher un certain nombre de contaminations ou d'autres actes d'ailleurs. Est-ce qu'on veut vivre dans cette société ? Ce n'est pas mon cas. Je ne veux pas vivre dans cette société. Donc vous ne l'avez pas téléchargé. Je ne l'ai pas téléchargé et je vous dis très solennellement... Et même si on vous dit que la CNIL a donné son feu vert, que c'est donc sur la base du volontariat, que les données sont anonymisées, qu'elles ne sont pas stockées sur un serveur qui pourrait ensuite les utiliser, malgré toutes ces garanties, et malgré le fait que quand vous ouvrez vous-même votre portable, Clémentine Autain, vous avez un portable ? Oui, j'ai un portable et je suis inquiète sur Google, sur Facebook, et je pense que ce sujet d'ailleurs des données, de ce qu'on en fait, du harcèlement aussi publicitaire. Vous parlez des données, là, on sort de Stop Covid, mais quand vous ouvrez Facebook, vous ne savez pas à quel point vous rentrez dans tout un système qui va personnaliser ensuite le matraquage publicitaire, par exemple. Bon, ça c'est une chose, mais les données de ce type qui aujourd'hui sont dans les mains potentiellement de l'État. Bon, elles le sont là à l'instant T avec le gouvernement que nous connaissons. Demain, il y a un nouveau gouvernement. Est-ce que ces données sont absolument détruites ? Les données sont anonymisées pour l'instant. En tout cas, on a compris. Vous doutez. Oui, je ne doute pas. Non, je ne doute pas, Elisabeth Martichoux. Je ne doute pas. J'ai une conviction. J'ai une conviction, c'est que les enjeux de liberté individuelle et collective passent aujourd'hui trop souvent au second plan et que nous avons baissé la garde. Ce que nous avons accepté au moment de la période du confinement, nous avons accepté beaucoup de choses. De perte de liberté. Bien sûr, de perte de liberté, et nous l'avons fait au nom de la protection. Et je veux juste dire aujourd'hui qu'il faut faire très attention sur le cheminement que prend notre société. C'est-à-dire que, mais bien sûr, sur beaucoup de sujets, de plus en plus, nous entrons dans des fichages. Vous vous étonnez de cette docilité ? Ça, c'est un débat qui commence à monter maintenant que le confinement est terminé. Les Français ont été trop dociles. Les Français ont été étonnamment disciplinés. Les Français ont eu peur. Le 16 mars à midi, ils se sont confinés. Est-ce que ça vous trouble en tant que Écoutez, citoyenne ? les Français ont eu peur. Les Français ont peur, on a eu ce ton martial, nous sommes en guerre, une espèce d'impression générale de grand chaos. Trop martial. Oui, viril, oui, nous n'étions pas en guerre. Je veux dire, faut se dire les choses franchement, c'est pas la guerre contre le coronavirus. C'est quoi ce registre guerrier ? Il fallait nous protéger. Et ce même gouvernement qui disait nous sommes en guerre était incapable de produire des masques, de répondre aux urgences et de mettre en mouvement la société de façon organisée, anticipée, pour qu'on ait des masques à temps, pour qu'on ait des tests à temps. Il n'a pas su organiser cette production. Et c'était ça l'urgence. Et comme il ne savait pas faire ça, il a surenchéri en termes de contrôle social, ce qu'il fait d'ailleurs en règle générale. Et là, ça s'est accru. Donc au moment où on ne sait pas faire fermer un entrepôt d'Amazon, Madame Martichoux, on ne sait pas faire fermer un entrepôt d'Amazon immédiatement alors que des personnels sont en danger, mais par contre, des gens dans les banlieues et ailleurs, je parle dans les banlieues populaires parce que ce sont ceux qui avaient qui ont massivement des difficultés sociales pour payer, pouvaient, juste parce qu'ils avaient oublié leur papier, se retrouver avec une amende de 130 €. Donc la responsabilité individuelle
est systématiquement pointé, et c'est vrai par exemple sur l'écologie, Elisabeth Martichoux. On vous dit juste rester sur l'écologie face à la crise climatique, sans arrêt, on stigmatise les gens en oubliant que c'est une poignée de grands groupes industriels qui produisent la majorité des émissions de gaz à effet de serre. On va y revenir, mais juste pour rester sur notre sujet, le macro et le collectif. Parce que vous stigmatisez là, effectivement, le fait que le gouvernement n'a pas réagi de la bonne façon. Il y a une commission d'enquête qui a été installée hier à l'Assemblée nationale, un travail important de 6 mois. C'est un moment démocratique sans doute qui sera important pour les Français et à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voulez y participer ? Est-ce que vous vous félicitez de... Non, je ne me félicite pas parce que j'ai participé en revanche à la proposition du groupe communiste qui voulait une commission d'enquête sur les dysfonctionnements au moment de la gestion de la crise. Cette commission d'enquête sur leur droit de tirage, vous savez, les groupes parlementaires ont le droit chaque année de décider d'une commission parlementaire. C'est le droit du groupe communiste de l'obtenir. Et cela a été refusé. Et si vous voulez, c'est un peu technique, mais on ne fait pas exactement la même chose dans ce qui a été décidé comme type de mission d'enquête par rapport à ce que proposait le groupe communiste. Soyez clair, quelle est la différence ? Vous avez vu dans l'affaire Benalla. Qu'est-ce qui cette commission d'enquête parlementaire par rapport à une mission... Voilà. Est-ce que vous avez vu la différence entre la procédure à l'Assemblée nationale et au Sénat dans l'affaire Benalla ? Tous les journalistes ont remarqué que ce n'était pas la même chose. Et pourquoi ce n'était pas la même chose ? Pourquoi ce n'était pas la même chose dans l'affaire Benalla ? C'est que d'un côté, c'était la majorité qui décidait du contenu, des thèmes d'audition, etc. Et que de l'autre côté, c'était l'opposition qui avait davantage la capacité d'enquête et de choix. Donc, le gouvernement, en permanence, et les macronistes en permanence, et ça a été vrai à d'autres moments, trouvent des biais, si vous voulez, pour empêcher le contre-pouvoir de s'exprimer, les contre-pouvoirs de s'exprimer. Pour dire les choses simplement, cette commission qui est présidée par Madame Bourguignon, qui est la présidente de la commission. Eh bien voilà, vous avez déjà... Elle-même. Le rapporteur sera Éric Ciotti. Mais vous dites, en gros, elle sera noyautée, elle sera limitée par le fait que la majorité y participe. Écoutez, vous ne croyez pas du tout en 6 mois d'enquête, avec des dizaines et des dizaines d'auditions, parce que votre but, le but des députés, c'est de justement lever le lièvre sur les dysfonctionnements. Ça ne sera pas possible. Mais nous ferons tout ce que nous pouvons, comme nous l'avons fait dans l'affaire Benalla. Mais ce ne sera pas possible, par avance, vous le dites. Nous le ferons autant que nous pourrons, comme nous l'avons fait dans l'affaire Benalla, mais une commission d'enquête qui est pensée, imaginée, mise en œuvre par un groupe d'opposition ou ce que vous êtes en train de décrire avec Madame Bourguignon de La République En Marche pour animer tout ça, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Et encore une fois, je vous dis, donc, moi je suis dans l'hémicycle. Pour vous, le verre est non dans le seulement fruit. le verre est dans le fruit, mais là aussi, faisons très attention. Le pouvoir exécutif aujourd'hui, avec une majorité de godillots à l'Assemblée nationale, tend à effacer du tableau la majorité. Nous avons une niche parlementaire aujourd'hui, la France Insoumise, vous savez, c'est notre journée, avec toute une série de propositions de loi. Qu'ont-ils fait en commission ? Ils ont changé tous les articles et après ils disent « regardez, on le vote ». C'est une manière de déposséder aussi le débat, la possibilité de débat sur nos propositions dans l'hémicycle. À chaque fois, il y a un déni de démocratie. Nous l'avons vu au moment de l'affaire des retraites. Les socialistes ont proposé qu'il y ait une commission d'enquête sur la fameuse étude d'impact qui était totalement truquée. Cela a été refusé. Donc, moi, je suis désolée, mais nous ne nous donnons pas les moyens de faire vivre la démocratie et les contre-pouvoirs en Macronie. Vous y participerez néanmoins ? Vous poserez des questions. Oui, en général, on pose des questions. Et en général, on fait plus que poser des questions. Et vous regrettez de ne pas la présider d'une certaine façon. Vous auriez voulu... Je pense que le droit de tirage demandé par les communistes aurait dû être accepté et je ne comprends même pas comment il a été refusé. Clémentine Autain, le débat fait rage depuis quelques jours sur la question peut-on mettre un signe égal entre l'affaire George Floyd aux États-Unis et l'affaire Adama Traoré. On a beaucoup entendu cela dans la manifestation mardi soir. Avec la rigueur qui vous caractérise, est-ce que vous dites que ce qui se passe aux États-Unis entre sa police et les Américains, c'est la même chose que ce qui se passe entre la France, les Français et leur police? Il y a une nature des problèmes posés qui est semblable, me semble-t-il. Il s'agit de violences policières, c'est ce dont nous parlons, et il s'agit d'un racisme latent,
dans les sociétés aux États-Unis ou en France. Alors avec des histoires qui sont différentes, qui travaillent bien sûr, je pense aux États-Unis à l'esclavage, mais en France aussi à l'histoire de la colonisation. Donc évidemment qu'il y a toujours des spécificités. Trump, Macron, voilà, les deux régimes ne sont pas absolument semblables, les cultures institutionnelles ne sont pas totalement semblables, mais pour autant, il y a bien une nature des problèmes qui fait qu'on ressent dans la manifestation à laquelle j'ai participé à Paris devant le tribunal, quelque chose de très fort dans cette revendication de justice, pas de paix, cette revendication d'égalité, de respect et de fin de ces violences policières qui s'expriment très fortement en France et aux États-Unis. Et vous le dites comment parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend en boucle depuis 48 heures, il y a un racisme systémique en France, ce qui vous sous-entendrait qu'il y a un racisme organisé, sinon revendiqué, et qui serait visible à travers un certain nombre d'agressions racistes. Écoutez, en tout cas, il y a vous adhérez à ça ? Il y a un racisme et une xénophobie qui est revendiquée par l'extrême droite de façon assez nette et claire. Oui, donc ça existe en France. Voilà. Là, je vous parle on dit qu'il y a un racisme systémique dans la police française. Il y a des comportements et des propos qui sont inadmissibles et qu'il faut qualifier de racistes, et ils sont répétés. Madame Martichoux, quand on entend et qu'on voit des images... Brebis galeuses, ce sont... écoutez, ça fait beaucoup de brebis galeuses, en tout cas. Ça fait beaucoup de brebis galeuses. Donc, soit on tape du poing sur la table, et ce n'est pas ce que fait le gouvernement français depuis longtemps, alors que des vidéos circulent. Cette vidéo glaçante où vous voyez un policier en train de raconter qu'il va quasiment mettre à la scène un bico. Écoutez la formule, un bico. Enfin, je veux dire, c'est effroyable. Ça vous fait pas froid dans le dos ? Bon, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois que nous avons ce type de situation, comme les contrôles d'identité répétés. Je ne sais pas si vous êtes régulièrement contrôlé par des policiers pour qu'on vous demande votre pièce d'identité. Moi, c'est pas mon cas, et depuis longtemps. Voilà. Je suis élue de Sevran, de Villepinte et de Tremblay, et je vous assure que les contrôles d'identité répétés, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai en mémoire des femmes, des mamans à Villepinte, à une sortie d'école, me disant « Madame Autain, faites quelque chose. On a peur pour nos enfants. » Qu'est-ce qu'une société où vous avez un Français sur 3 qui est inquiet quand il est face à des forces de police ? Vous trouvez ça normal ? Et d'ailleurs, que vous avez une défiance à l'égard de celles et ceux qui sont censés nous protéger, vous êtes d'accord avec assurer la sûreté. Jordana, quand elle a dit cette phrase dans l'émission On n'est pas couché, vous l'avez en mémoire, cette phrase ? On va peut-être la revoir d'ailleurs. Voilà, il y a des milliers de gens qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Alors, je vais vous dire ce que je pense de déclaration. Ça crispe ou c'est utile ? D'abord, c'est utile parce qu'on en a beaucoup parlé et que ça a été un cri du cœur. C'est une chanteuse, c'est une artiste, Camélia Jordana. Est-ce que c'est une caricature, ce qu'elle décrit comme réalité ? Écoutez-moi, c'est une artiste, voilà. Oui. Et elle a exprimé avec ses mots, avec son cœur, une réalité que connaissent beaucoup de Français dans le silence. Une réalité ? Oui, c'est une réalité qu'il y a des contrôles d'identité répétés et des paroles racistes dans la police, et surtout une impunité. Mais je viens de vous dire quelque chose, Elisabeth Martichoux. Écoutez-moi, moi je suis une femme politique. Moi, je vous pose une question juste sur le mot massacre. Oui, mais moi je vous réponds. Je vous dis, Camélia Jordana l'a dit dans ses mots, c'est une artiste. Je suis une femme politique, une responsable politique. Je ne dis pas tous les mêmes termes, mais je la soutiens parce que ce qu'elle a dit avec son cri du cœur, avec ses mots, fait écho à un problème, parce qu'on peut essayer de décortiquer exactement chaque mot de ce qu'a dit Camélia Jordana. Mais moi, ce qui me révolte beaucoup plus, c'est le ministre Castaner qui est incapable d'avoir des mots clairs, forts, de condamnation quand il y a eu toutes ces violences policières au moment des Gilets jaunes, ou quand il y a des cas avérés avec des vidéos, etc. Le discours n'est pas suffisamment clair. Mais c'est pas simplement le discours. Non seulement le discours de condamnation n'est pas suffisamment clair, même si nous avons déjà gagné un premier pas en manifestant à plus de 20 000 personnes avant-hier soir, puisqu'il y a eu un petit bouger qui n'est pas arrivé le soir même, qui est arrivé le lendemain, puisque
par le ministre Castaner, qui enfin dit qu'il va falloir un peu punir et empêcher que de tels actes ou de tels propos. Chaque faux pas, a-t-il dit hier. À la bonne heure, ça fait quand même des années que ça dure. Voilà, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu les vidéos sous les yeux. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu plein de moments où on attendait qu'il dise quelque chose. Vous avez vu un seul mot quand Gabriel, 14 ans, qui risque de perdre un œil, vous avez entendu un seul mot du ministre Castaner? Absolument rien. Vous parliez de l'impunité. Absolument rien. C'est l'impunité surtout avec laquelle il faut terminer. Donc c'est une question de justice et de mettre fin à une forme de couverture Bien sûr. par les autorités. Bien sûr. Mais c'est tout à fait ça. Et ce que je reproche au ministre Castaner, c'est de ne jamais avoir fait, d'une certaine manière, été exemplaire dans à la fois la sanction verbale, c'est-à-dire la condamnation verbale, quand il y a des faits de cette nature qui sont filmés, etc., donc aux yeux et au su de tout le monde, et dans la hiérarchie, de prendre des mesures. Prendre des mesures, ça veut dire quoi, prendre des mesures? Ça veut dire former les policiers, ça veut dire ne rien laisser passer, ça veut dire que l'inspection ad hoc, elle doit faire un travail impartial qui nous amène à ce que l'impunité cesse. Ça veut dire également que les contrôles d'identité, le récépissé de contrôle au faciès, nous on l'a demandé, notre groupe. C'était une promesse de François Hollande. Voilà. Je ne sais plus quel numéro dans ses promesses. Exactement. Mais en 2012. Les promesses de François Hollande, pardonnez-moi, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, ne l'ont pas mis. Mais nous l'avons proposé dans l'hémicycle et La République En Marche l'a refusé. Ce sont des actes que nous attendons du ministre Castaner. Déjà des mots, et depuis 3 ans, il n'en a pas eu. Et il a fallu cette manifestation pour qu'il y en ait un tout petit peu. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à se mobiliser. Ministre de l'Intérieur en progrès. Je ne le dirais pas comme ça, mais... Clémentine Je dirais le ministre de l'Intérieur contraint par la mobilisation et la colère. Sous la contrainte à faire un budget, mais encore insuffisant. Il n'a jamais été exemplaire, c'est ce que vous dites. Voyez, mais c'est le moins qu'on puisse dire, mais voyez aussi l'offensive d'alliance d'Éric Ciotti qui veulent interdire les vidéos. Oui. Absolument. Ils veulent proposition de loi d'Éric vidéos. Ciotti, le député LR, qui veut interdire les vidéos des actes, des interventions policières. Juste un mot, parce que je voudrais qu'on parle des municipales quelques instants. Ça vous choque, ça, Éric Ciotti? Bien sûr, ça me révolte. En fait, ça me révolte parce que vous savez qu'il y a quand même un certain nombre de cas. Je pense des cas où s'il n'y avait pas eu ces vidéos, y compris les preuves devant la justice, n'auraient pas pu être établies. Et que par ailleurs, c'est parce qu'il y a eu ces vidéos, je pense au moment des Gilets jaunes, qu'il y a une conscience aussi très forte qui a monté à l'égard de ces violences policières. Donc attention. Voilà, on voudrait enlever le thermomètre, cacher le thermomètre, de telle sorte qu'on ne voit plus cacher ces violences policières qu'on ne veut pas voir. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même dit qu'il ne faudrait pas parler de violences policières. Eh bien, moi, je dis qu'il faut appeler un chat et une violence policière, une violence policière. Clémentine Autain, très très vite. Qu'est-ce qui se passe au Havre? Vous aidez le Premier ministre à être élu finalement, puisque la liste Parti communiste France Insoumise n'a pas fait... d'alliance avec Europe Écologie Les Verts. Donc, vous auriez pu poser la question. Oui, vous auriez pu poser dans l'autre sens la question. Europe Écologie Les Verts n'a pas fait la fusion avec le candidat arrivé en tête, qui est Jean-Paul Lecoq. Je suis consternée. Absolument consternée et très en colère parce que nous aurions dû trouver la voie d'un rassemblement large face au Premier ministre au Havre. Comment est-il possible que nous n'ayons pas trouvé cette solution? Je vous jure, les bras m'en sont tombés. Je crois en la capacité de Jean-Paul Lecoq à rassembler, à l'énergie qu'il a dû y mettre, et je le soutiens absolument. Je ne sais pas quelle est la responsabilité exacte des uns et des autres. Je ne suis pas localement sur place. Pour le coup, ça, c'est un dysfonctionnement politique local. C'est clair. Mais écoutez, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Franchement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Un mot, on aura l'occasion d'en parler évidemment d'ici là. Mais Olivier Faure, hier, patron du PS, a regretté le splendide isolement de Jean-Luc Mélenchon. Il souhaite un candidat unique pour la gauche, de France Insoumise au PS en passant par les Verts. Vous aussi? Moi, je souhaite un large rassemblement pour en effet donner une chance à une voie de transformation sociale, écologiste, de gagner en 2022 et de ne pas laisser le champ politique soit à la répétition toujours ce pouvoir en place, soit l'extrême droite. Voilà. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, il y a encore beaucoup de travail. Jean-Luc Mélenchon, pour arriver... candidat pour 2022, on le sent bien. Écoutez, moi, je ne sais pas. Vous le souhaitez, Moi, ce que je souhaite, c'est un large rassemblement sur un contenu de transformation en profondeur. C'est les deux choses que je souhaite. Vous comprenez bien,
C'est-à-dire qu'on se rassemble, sinon on est complètement à côté de la plaque du point de vue de nos responsabilités historiques. Voilà. D'abord. Mais ce rassemblement, et c'est pour répondre aussi à Olivier Faure, il faut qu'il se fasse en ayant bien fait un aggiornamento sur les expériences de la gauche au pouvoir récentes et qu'elle soit capable de tracer un chemin de transformation